Et c'est essentiel, ce sont les politiques. Nous avons dans ce pays un cadre légal bien compris, mais qui a sa part d'irrationalité. Le paysage médiatique du Sénégal est riche de ressources humaines de très grande qualité, des journalistes chevronnés, des lanceurs d'alerte particulièrement bien documentés, des chroniqueurs et des débatteurs compétents et accrocheurs. Cependant, l'arène politique est d'une diversité inquiétante. À quiconque n'est pas content de son sort semble s'offrir une et une seule solution, créer son propre parti. Ce n'est plus une arène, mais une galaxie en formation avec des météorites et des poussières cosmiques qui veulent chacune en être l'étoile sans fusionner. Ce n'est pas possible, vous le savez. Il est important que l'on rationalise ce cadre dès que possible. Il faudrait pouvoir mettre les politiques avant la politique. Les médias ne parlent plus que des météorites et des poussières cosmiques, essayant de deviner parmi elles celle qui sera l'étoile, le soleil de la galaxias sénégalensis, en particulier en 2024. Dans presque tous les débats, nos talents sont littéralement aspirés par les marottes de la politique politicienne, les considérations crypto-personnelles affectant les acteurs du landerneau. Les politiques de développement, supposées fonder l'engagement des uns et des autres, sont rarement le thème d'un débat de haut niveau, dans une langue comprise par les futurs électeurs. Ceci n'est pas une critique des médias, mais une alerte, un appel au secours. Car en général, les politiciens incompétents n'aiment pas les débats de fond. Ils préfèrent faire le buzz. Il nous appartient donc de ne pas nous laisser piéger. On nous dira, oui, mais les Sénégalais votent à l'affect. Ça me rappelle quelqu'un qui disait que l'émotion était nègre. Ça n'engage que lui. Mais je pense que nous pouvons avoir plus de respect pour les populations en débattant des questions de fond qui engagent leur avenir, en parlant de choses qui sont des choses essentielles, dans une langue qu'ils comprennent. Mais ces populations comprendront certainement beaucoup mieux que la plupart d'entre nous qu'il s'agit de leur intérêt, de leur avenir, de l'avenir de leurs enfants et de leur descendance. Le Sénégal n'est pas seul au monde. Pour rester dans la métaphore cosmique, nous devons avoir conscience que le Sénégal est dans un univers très vaste, où il arrive que des galaxies se rapprochent, se tournent autour et finissent par fusionner pour n'en faire plus qu'une seule, beaucoup plus puissante. Le Sénégal, qui n'a pas la maîtrise de la gestion de sa masse monétaire, en ignore la dimension sociétale et n'a donc pas de politique économique, j'assume. En conséquence, il ne peut pas gérer, entre guillemets, la chose publique, res publica, dans l'intérêt général de ses populations et donc n'est toujours pas un pays indépendant, nonobstant ce qu'en dit sa constitution. Ce pays fait partie d'un corps qui a été profondément blessé, balafré au sabre par ceux qui, depuis les années 1960, lui administrent un anticoagulant pour que les plaies de la séparation ne se referment jamais. Cet anticoagulant se nomme reconnaissance de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation et corruption en col blanc à l'intérieur de celle-ci. Le Sénégal seul ne peut pas battre une monnaie locale stable, à moins de disposer de ressources naturelles bien gérées, à haute valeur ajoutée internationale et en quantité suffisante pour une dizaine de générations au moins. J'ai l'impression que nous ne sommes pas dans ce cas-là. Il doit donc s'unir à d'autres pour espérer y arriver. Je rappellerai que le Sénégal et le Mali ont toujours
la même devise. Un peuple, un but, une foi. En parlant de devise, on peut dire aussi qu'ils ont, et c'est la réalité, la même monnaie qu'elle n'en est pas une. Mais il faut aller plus loin que le Mali. Le franc CFA est une insulte à notre intelligence, une tunique d'esclaves cousue pour des nègres par des suprémacistes ariens assumés. Nous n'avons pas le droit de continuer à porter cette tunique. Le monde se réorganise autour de grands ensembles qui, ayant mis en avant leurs intérêts stratégiques et tactiques, ont développé des politiques leur permettant de construire une économie forte, donc une monnaie forte. Les États-Unis d'Amérique en sont. La Chine en est. La Russie en est. L'Inde en est. Le Brésil aussi, dans une moindre mesure. On notera que ce ne sont que de grands ensembles géographiquement et politiquement cohérents. On remarquera aussi que, parce que la solidarité budgétaire n'y est pas pratiquée, l'Europe, malgré la dite zone euro, entre guillemets, n'est pas une vraie zone monétaire. Tout le monde en convient aujourd'hui. La situation géopolitique actuelle a déjà fait baisser l'euro en 2022 de 20% par rapport au dollar US. Et avec l'inévitable récession qui arrive, met en péril l'existence même de l'euro, voire de l'Union européenne dont les critères de convergence sont voués aux gémonies. La chute de l'euro face au dollar US provoque une dévaluation de fait, importée et automatique du franc CFA, bien que les économies des 14 pays concernés aient des taux de croissance respectables. Évidemment, cela explique pour une large part l'inflation extraordinaire que l'on connaît dans ces pays. On ne saurait mieux démontrer la dangerosité de cette monnaie pour ceux qui la subissent. Face à ce danger imminent d'éclatement de la zone euro, donc la remise en question de la valeur du franc CFA qui risque d'être redévalué au-dessus de la dévaluation, on s'invective sur les bons plateaux de télévision selon qu'on est pour ou contre telle ou telle autre personnalité politique. J'ai donc envie de poser quelques questions aux partis politiques et en même temps inviter les professionnels des médias de les prendre en considération dans des débats. La méthode utilisée par ceux qui pensent que le développement des pays africains ne les arrange pas est d'y imposer des présidents de la République dotés de tous les pouvoirs, entre parenthèses, via un régime présidentiel similaire aux royautés européennes d'avant la Première Guerre mondiale. Il se trouve aucun des pays significatifs d'Europe n'a plus ce type de régime chez lui. J'en ai parlé ici. Je fais ce geste pour rendre hommage à notre sœur du Cameroun qui a été interdite de séjour en France parce qu'elle a des opinions qui vont dans le sens de ce que nous sommes en train de dire. Je veux parler de l'excellente Nathalie Yambo. Quels sont les arguments de votre parti pour ou contre la mise en place d'une nouvelle république au Sénégal, anticorruption et protégeant des dérives dictatoriales, république fondée sur les 4 éléments que voici. 1. Un régime parlementaire avec un premier ministre désigné par le Parlement. 2. Un mandat des députés porté à 7 ans dès les prochaines élections législatives. 3. Un président de la République sans domaine réservé de 2024 à 2029. Et 4. La suppression programmée du poste de président de la République après ce mandat pour éviter de reproduire les événements nés du bicéphalisme du 17 septembre 1962. Écoutez ce qu'en disait Senghor.
Léopold Senghor, qui cumule maintenant les fonctions de président de la République et de chef du gouvernement, nous a reçus dans son palais aux côtés de sa femme, une Française. Monsieur le Président, jusqu'à présent, le Sénégal avait cette originalité en Afrique d'être, je crois, la seule des jeunes républiques à vivre sous un régime parlementaire, style un peu 4e République, avec un président de la République, un président du Conseil. Or, une des conséquences, la conséquence de cette crise, c'est que maintenant, vous êtes en même temps président de la République et président du Conseil. Est-ce que vous pensez que le système présidentiel est le seul système viable en Afrique? Dans l'étape actuelle de notre évolution, j'ai été amené, comme la plupart des députés, à constater que le régime présidentiel est le seul régime viable. Nous avons été trop marqués par la culture française, c'est pourquoi, contrairement aux autres États, nous avons commencé par adopter le régime parlementaire, mais le régime de l'exécutif bicéphale, nous en avons fait l'expérience, est vraiment impossible, parce qu'il se forme autour du président du Conseil et du président de la République, deux clans rivaux qui cherchent à les dresser l'un contre l'autre. Vous voyez les conséquences. Plus une zone monétaire est autosuffisante. Quand je parle d'autosuffisance, je parle évidemment d'autosuffisance alimentaire. D'abord, de maîtrise de tout ce qui est relatif aux bâtiments et travaux publics, d'autosuffisance énergétique, d'autosuffisance en matière de santé, d'autosuffisance surtout donc en matière de défense et autres domaines de souveraineté. Donc plus une zone monétaire est autosuffisante, plus elle est forte. Donc elle maîtrise l'inflation à l'intérieur de la zone et se solidifie vis-à-vis du change international. Comment, quand et avec quels autres pays envisagez-vous la création d'une zone monétaire stable? L'éducation des enfants en français est l'une des principales causes de l'analphabétisme et de l'illettrisme. Au Sénégal, 54% de la population est illettrée. Donc, il est impossible avec un tel taux d'illettrisme d'envisager le développement. Le problème est sensible, car les langues reflètent des particularismes culturels, quelquefois ethniques, et nous savons que certains n'hésitent pas à surfer dessus pour semer la division entre les populations africaines de façon générale. Comment vous, dans votre parti, si vous arriviez donc aux responsabilités, comptez-vous introduire l'éducation en langue nationale, c'est-à-dire les langues qui sont pratiquées dans les marchés? Et quand comptez-vous implémenter cette éducation? Comment comptez-vous utiliser cette nouvelle opportunité dans l'enseignement des métiers tels que l'agriculture, l'industrie, l'artisanat, le commerce, etc. À partir du second cycle, du second degré, l'enseignement doit préparer les élèves et étudiants, mais aussi les universités du Sénégal aux échanges avec les meilleurs au monde. Il faudra donc, dans une perspective de réunification politique sous-régionale, y enseigner en anglais, même si l'on doit, dans le même temps, y apprendre le français et d'autres langues. Quelle est votre position? La position de votre parti? Quelles sont vos stratégies et tactiques en la matière? Les véhicules neufs fonctionnant aux énergies fossiles ne seront plus vendus dans les pays de l'Union européenne à l'horizon 2035. Mais ces pays disent devoir continuer à les fabriquer chez eux pour les vendre en Afrique, continent qui semble frappé de la malédiction de la non-électrification. Et pourtant, au moment où tout le monde convient que le nucléaire est la solution au problème d'accès à l'énergie, une énergie abondante et peu chère, aujourd'hui, il se trouve que la ressource minière essentielle qui est l'uranium est plus abondante en Afrique que partout ailleurs dans le monde. Votre parti
a-t-il une stratégie en la matière? Autrement dit, en 2 points, le Sénégal, avec vous au pouvoir, pourra-t-il s'associer à d'autres pour construire dans la sous-région les véhicules dont celle-ci a besoin? Comment éviter que le Sénégal ne se transforme en poubelle du monde avec tous ces vieux véhicules polluants qui n'auront plus aucune valeur marchande en Europe et ailleurs, et que nous autres qui sommes à l'extérieur serions tentés d'acheter à vil prix pour les envoyer dans nos pays? Ça, c'était le premier point. Le deuxième, cette occasion peut aussi, pour les pays comme le Sénégal, qui ont environ 300 jours d'ensoleillement par an, être celle du développement d'une industrie de l'énergie solaire. Soit dit en passant, le solaire est une source d'énergie photovoltaïque, tout le monde le sait, thermique, on le sait aussi, mais aussi calorifique. Et on ne s'en sert que très peu parce que cette partie concerne essentiellement donc les zones tropicales. On pourra expliquer plus tard. Votre parti travaille-t-il sur des partenariats et si oui, lesquels? Comment comptez-vous financer les recherches irrelatives en y associant les universités et l'industrie du pays? Le dessalement de l'eau de mer, l'exploitation des gisements d'eau en grande profondeur et la revitalisation des vallées fossiles sont des possibilités dont le Sénégal dispose pour permettre la continuité des productions agricoles durant toute l'année, 12 mois sur 12. Comment comptez-vous organiser cela au niveau national en termes de projets concrets à haute valeur ajoutée locale, comme il faudra bien produire les équipements et que ceux-ci intéresseront aussi beaucoup d'autres pays? Envisagez-vous 1. Une industrialisation de la fabrication du matériel de dessalement. 2. Le développement de la sous-traitance par des petites et moyennes industries, des petites et moyennes entreprises locales. Troisièmement, comment, quand et avec quels partenaires? Le dessalement de l'eau de mer consomme beaucoup d'énergie. Mais justement, le Sénégal peut mettre en place des fermes solaires parmi les plus grandes et les plus efficaces au monde. J'assume. La politique de l'eau peut donc être couplée avec celle de l'énergie solaire. Quelle est votre approche dans ces domaines? En parlez-vous? Comment comptez-vous exploiter ces possibilités absolument fantastiques de développement? En parlant des politiques de l'eau, on ne saurait ignorer les difficultés liées au non-assainissement des zones urbaines et périurbaines. Les citoyens sont hélas habitués aux solutions d'urgence du type motopompe pendant l'hivernage. Il faudrait de véritables projets à court, moyen et long terme. Alors, quels sont les vôtres en termes d'infrastructures? Je ne parle pas de milliards. Quand comptez-vous les mettre en service et comment comptez-vous les financer si vous accédez aux responsabilités? Le Sénégal fait actuellement face à des difficultés dans ses télécommunications et dans son secteur postal. L'état de numérisation des services administratifs y est indigne de la réputation de ce pays. Si l'on y ajoute l'impact des applications qui fondent les réseaux sociaux dans l'Internet et celui du développement des communications avec accès par satellite à orbite basse, on voit que ces domaines hautement stratégiques et de souveraineté échappent au contrôle du pays parce que nos partenaires séculaires nous en dissuadent dans leur intérêt. Quelles sont vos intentions? Quelles sont vos propositions pour faire face à cette situation? Ce ne sont là que quelques thèmes, parmi bien d'autres. La Constitution du Sénégal a inscrit dans le serment que doit prononcer le président de la République lorsqu'il est élu le dernier engagement que voici, je cite, de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Ce qui était un idéal en 1960 est devenu une urgence géopolitique, économique et sociétale, au moins à l'échelon sous-régional. Alors, mesdames et messieurs des partis politiques et des médias, revenons à l'essentiel, s'il vous plaît. Consacrons
plus de temps à discuter des politiques qui structureront notre avenir commun et un peu moins de temps aux bobos des politiciens. On ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité, d'un côté, le risque actuel de déflagration économico-politico-militaire du monde et de l'autre, la énième candidature de je ne sais qui à je ne sais quoi. La prochaine fois, je décrypterai à ma façon les ABC de la monnaie en économie et du franc CFA en particulier. Abonnez-vous, likez, activez la clochette de notification et surtout partagez cette vidéo pour qu'elle atteigne ses cibles. Je ne suis pas un influenceur. Je veux juste que ces quelques idées que vous partagez peut-être puissent aller jusqu'au destinataire, c'est-à-dire donc les formations politiques et les médias de façon générale. Au demeurant, je pense que le régime parlementaire est condamné à échéance, même dans les États développés. C'est l'évolution que la France est en train de vivre. Et vous savez que la thèse du régime présidentiel fait des progrès en France. Et que si le général de Gaulle s'y est pas rallié, c'est sans doute qu'il veut se consacrer aux affaires internationales et laisser en somme l'intendance à son Premier ministre. Je vous remercie.